Florence Bergeaud-Blaclair, docteur en anthropologie et chercheuse au Centre national de recherche scientifique en France, la fondatrice et la présidente du Centre européen de recherche et d'information sur le frérisme, CERIF, et l'auteur de plusieurs ouvrages, dont 2 majeurs, Le frérisme et ses réseaux, en 2023, où elle analyse avec rigueur les structures d'influence et les stratégies d'infiltration des frères musulmans dans les sociétés occidentales. Deuxième ouvrage qui va être ici au Québec disponible probablement au début du mois de novembre, Le djihad par le marché, dans lequel elle expose comment l'islam radical investit le marché halal pour diffuser, sous couvert économique, un projet politico-religieux global. Son intervention portera sur l'instrumentalisation du religieux dans la sphère économique et institutionnelle et sur les conséquences de ces dynamiques pour les démocraties libérales. Merci. Écoutons Madame Florence Bergeaud-Blaclair. Merci Mandana. Merci à vous d'être nombreux ce soir. Effectivement, c'est un accueil qui est très chaleureux et qui contraste, si je puis dire, avec celui que j'avais reçu au mois de juin. J'avais été invitée dans une petite librairie sympathique, avec des propriétaires tout à fait sympathiques aussi, mais qui malheureusement ont été menacés quelques jours avant l'événement. Menacé par quelqu'un qui a tenu des propos très menaçants et qui tombent sous le coup de la loi. Donc le personnage, les propriétaires ont déposé plainte, le personnage a été repéré, etc. Et après je ne sais pas ce qui s'est passé. Toujours est-il que, en effet, ça commence à devenir très préoccupant, cette affaire de censure. Et là, dans ce cas-là, on ne peut pas parler d'autocensure. Vous savez qu'en ce moment, que ce soit en Europe et aussi, j'imagine, ici, lorsqu'on craint des menaces parce qu'on a invité un personnage dit sulfureux, eh bien, on préfère finalement s'auto-annuler. Et ça, évidemment, c'est le plus grave. D'arriver à ce point où on a tellement peur que finalement on ne dit plus rien. Comme l'a souligné Mandana, il y a un personnage qui va arriver, qui devait arriver, mais il ne pourra pas rentrer au Canada, donc il ne sera pas présent à l'UQAM et à l'Université du Québec. Parce que ce personnage fréro-salafiste, je m'expliquerai un petit peu de ce terme-là, est en effet quelqu'un d'extrêmement dangereux, mais qui est accueilli dans les universités sans problème, misogyne, antisémite, toutes les qualités qu'on peut prêter à ce genre de personnage. Malgré tout, ce sont des gens qui rentrent parfaitement tranquillement à l'université. Il n'y a aucune manifestation contre eux. Et c'est dommage, je crois que si on ne se mobilise pas de plus fortement, eh bien cette situation va continuer. Donc je suis vraiment heureuse d'être ici. Je vais enlever le drapeau belge pour ma collègue Fadila et mettre mon drapeau français. Je suis heureuse de faire cette présentation devant ce beau drapeau du Québec. Vive le Québec. Voilà, et je n'oublie pas mon cher pays, la France. Donc cette présentation, en fait, c'est celle de mon livre qui est paru donc en français, vous le voyez, Le frérisme et ses réseaux, et puis qui a été traduit en 3 autres langues, l'allemand sous le titre Kalifat nach Plan, et puis le danois et le suédois. Je cherche toujours un éditeur anglais, mais c'est vrai que dans le monde anglo-saxon, ces questions-là sont vues de façon très sensible, et c'est très difficile de trouver des éditeurs courageux. Alors, mon histoire, en gros, il y a 30 ans, je rencontre les frères musulmans. J'étais étudiante en anthropologie et je n'avais pas d'idée particulière sur l'islam et sur l'islamisme. C'est quelque chose que je ne connaissais pas très bien, mais il y avait une mosquée dans mon quartier qui me paraissait intéressante à étudier.
parmi les thèmes qui m'avaient été proposés donc, quand j'étais étudiante. Donc je suis rentrée par la petite porte de cette mosquée, la porte qu'on réserve aux femmes. Et assez rapidement, je me suis fait adopter par ce petit milieu féminin, ce qui m'allait très bien puisque ça correspondait à la méthodologie de l'anthropologie, c'est-à-dire l'observation participante. C'est quoi? Tout simplement, c'est une forme d'immersion. On entre dans un milieu, on s'y fait adopter, les gens vous assignent un rôle, vous assignent des intentions et vous devez donc repérer, le comprendre, à quoi vous servez en fait à ce milieu. Et c'est l'étude des interactions en fonction de ce à quoi vous servez qui permet de produire une connaissance reproductible, donc une connaissance scientifique. Alors maintenant, aujourd'hui, dans l'anthropologie, ça n'est plus vraiment cette méthode-là qui est employée. On demande plutôt, quand on veut étudier un milieu particulier, à une personne qui est un insider, si vous voulez, quelqu'un qui est de ce milieu pour étudier son milieu. Ce qui produit une connaissance subjective et intéressée, et pas une connaissance scientifique la plupart du temps. Ça ne veut pas dire que les gens qui appartiennent à un milieu ne sont pas capables de l'étudier, ça veut dire que ce choix systématique de donner la parole à ceux qui sont à l'intérieur d'un milieu, c'est un choix idéologique qui est en train de ruiner la science. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces questions-là, mais ça vaut le coup d'être noté parce que ça explique pourquoi l'anthropologie et les sciences sociales sont si mal en point. Alors, les frères musulmans, vous les voyez ici, dans une des rares photos que l'on peut voir, ce que j'ai trouvé d'ailleurs sur Internet, lors d'un congrès de l'Union des organisations islamiques de France. Donc cette union, c'était une fédération de toutes les associations des frères musulmans qui peuplent ou qui maillent le territoire français. Alors il faut savoir, bien sûr, quand je parle des frères musulmans, qu'ils ne disent jamais qui ils sont. C'est-à-dire que ce n'est pas recoupement d'informations, recoupement de preuves qu'on arrive à dire que ces personnages appartiennent à la confrérie. Et je suis formelle, ces personnages appartiennent à la confrérie parce que quand je suis rentrée dans cette petite mosquée bordelaise, eh bien, j'en ai rencontré certains. Et à cette époque-là, c'était le début des années 90, ils ne se cachaient guère de leur appartenance. Et j'étais, disons, invitée au halakhat, c'est-à-dire au cercle de formation religieuse. Et dans ces cercles, j'apprenais Hassan el-Banna, bien sûr, le fondateur de la confrérie, mais aussi Saïd Qutb, un élément, disons, de la confrérie qu'on dit plus radical que les autres, ou Youssef el-Kardawi, etc., etc. Donc je peux affirmer que, étant donné les références, les pratiques, les interactions entre les individus, le caractère très organisé de ce milieu-là, j'avais bien affaire aux frères musulmans. Et quand j'ai rapporté cette chose-là, ce constat-là, cette observation-là à l'université, on m'a dit « tu es tombé sur un cas particulier et puis de toute façon, n'en parle pas trop car tu vas faire le jeu du Front National ». Le Front National en France, c'est un parti d'extrême droite. Donc déjà à l'époque, on est quand même plus de 30 ans en arrière, on ne pouvait pas parler de cela parce que sinon on allait faire le jeu d'eux. Alors vous voyez, aujourd'hui, plus de 30 ans après, rien ne semble avoir changé, même peut-être que ça empire, hein, puisque là, on en est à l'autocensure. Alors je reviens sur mes personnages, donc vous les voyez, costume cravate, barbe finement rasée, très souriant, vraiment pas du tout le djihadiste qu'on imagine avec le couteau entre les dents. Ben, ce ne sont pas effectivement les mêmes. Les deux, que ce soit les djihadistes ou eux, rêvent d'un califat. Mais ils ne rêvent pas exactement de la même chose, ni n'ont les mêmes moyens pour y parvenir. Alors, les frères musulmans, pour moi, parce que je crois que je n'ai pas trop de temps non plus, les frères musulmans, pour moi, ont inauguré, créé une idéologie que j'appelle frérisme. Alors, qu'est-ce que le frérisme ? Il nous faut revenir un petit peu en arrière.
Donc au tournant du 19e, 20e siècle, l'islam, le monde musulman est sous domination des empires britanniques et français, et ce qui entraîne une déstructuration de l'autorité traditionnelle et une modernisation et une fragmentation du champ religieux. C'est à ce moment-là qu'on va avoir en fait deux grands courants qui vont se déployer dans le monde musulman et après au-delà. Les différents courants libéraux, laïques, syncrétiques, les diverses formes de soufisme, le self-islam, c'est une espèce d'islam à la carte, et je simplifie évidemment beaucoup, et une autre branche qui est celle de la salafiyya, vous avez peut-être entendu ce terme, et qui correspond à un fondamentalisme dogmatique, littéraliste, qui prône un retour à l'islam des origines, un islam qui serait plus authentique que l'islam de la fin du 19e, du 20e siècle, que l'islam moderne. Cette branche de la salafiyya a donné deux grands mouvements, ce qu'on appelle l'islamisme et ce qu'on pourrait appeler le conservatisme. Un conservatisme qu'on appelle aussi wahhabo-salafisme ou des formes, disons, de salafisme qui sont intégrées à des systèmes monarchiques comme en Arabie Saoudite ou au Maroc, mais qui ne sont pas des partis politiques, c'est simplement une autorité religieuse loyale vis-à-vis d'un État. Et puis, vous avez l'autre branche, celle de l'islamisme, le grand ensemble de l'islamisme, et on peut distinguer donc le djihadisme, vous voyez à gauche, avec deux formes d'arrangement institutionnel, l'État islamique ou le réseau Al-Qaïda. Vous avez une autre branche qu'on pourrait appeler islam politique, qui rassemble donc les partis islamistes et islamo-nationalisme. On voit El Shara de Syrie, on voit Erdogan et on voit Mohamed Morsi, l'Égyptien. Et une troisième branche que j'appelle le frérisme, qui est un réseau transnational des frères musulmans situé plutôt en Europe, en Amérique du Nord, et bref, dans toutes les... surtout en Occident, mais qui s'est répandu un petit peu... et qui s'est répandu sous la forme d'un réseau solidaire transnational, pratiquement sur tous les continents. Alors, c'est important quand même, cette carte-là. C'est la carte des conquêtes arabes et l'expansion territoriale de l'islam. Vous voyez jusqu'où les terres islamiques, et toutes ces terres islamisées, jusqu'au début du royaume des Francs, donc pas le royaume des Francs, mais au début, jusqu'à Poitiers, l'Espagne, le Maghreb, l'Égypte, l'Arabie, la Perse, l'Afghanistan, tous ces pays, l'Empire byzantin, tous ces pays ont été terres d'islam. Et ça, c'est très important pour les musulmans parce qu'une terre d'islam, c'est une terre qui a été conquise, donc qui de droit et de devoir doit être reconquise. Alors, il y a un personnage qui est très important, qui est, on peut dire, le grand inspirateur du frérisme, c'est Youssef El-Qaradawi, quelqu'un qui est passé par la confrérie des frères musulmans, même qui s'est senti un peu à l'étroit et qui a souhaité donc lever un grand mouvement islamique. Il dit qu'il ne faut pas se limiter à la confrérie, le réveil de l'islam ne doit pas nécessairement être un groupe au sens d'un certain nombre de personnes, il doit être un mouvement de pensée et d'action qui travaille en union pour faire revivre la religion. Le mouvement islamique n'a pas de frontières et bien qu'il soit islamique dans sa source, dans son orientation, dans ses principes et ses objectifs, il doit adopter les méthodologies et les moyens appropriés pour servir sa religion et l'établir sur la terre en fonction de l'époque, du lieu et des conditions. Le frérisme, c'est le texte du salafisme plus le contexte. Donc toujours s'adapter au contexte, mais toujours en vertu du texte. Il faut, selon Youssef El-Qaradawi, recomposer la Oumma et éviter à tout prix la division des musulmans à l'intérieur de cette Oumma, la nation musulmane. Donc, contrairement aux salafistes loyalistes que j'ai montrés tout à l'heure, qu'on appelle les salafistes en général en Europe ou ici, contrairement aux salafistes, les fréristes sont plutôt inclusifs des autres courants.
C'est-à-dire qu'eux, ils veulent coopérer avec toutes les autres tendances de l'islam pour les amener vers l'objectif, c'est-à-dire le califat, c'est-à-dire l'instauration d'une société islamique globale. Donc, ce frérisme-là, qui s'est développé à partir des années 1960, que ce soit ici, en Amérique du Nord, aux États-Unis, Canada ou en Europe de l'Ouest, il est particulièrement adapté aux démocraties libérales sécularisées, multiculturelles, inclusives, sans frontières, etc., parce qu'il en utilise le droit, la culture et les stratégies politiques. Le frérisme est né, on peut le dire, sur les campus occidentaux, puisque les frères musulmans, à un moment donné, se sont trouvés en difficulté dans les pays d'origine, ils ont été persécutés, et ils ont donc émigré en utilisant en fait deux statuts, le statut de réfugié ou le statut d'étudiant. Et on les a retrouvés donc sur les campus, et sur les campus, ils ont commencé un peu à refaire leur monde et à essayer d'abord de retourner dans les pays d'origine pour prendre le pouvoir, mais certains n'y sont pas arrivés, donc ils sont restés là, et ils se sont donné une nouvelle mission, une mission de propager l'islam hors des pays musulmans, et notamment dans les démocraties libérales. Et cette nouvelle mission, ils l'ont dirigée en particulier vers les jeunes. Les frères ne s'intéressent pas aux primo-migrants de façon générale, parce que ce sont des gens qui arrivent avec une culture, qui arrivent avec des habitudes, etc. Et il leur faut des cerveaux frais, des cerveaux de jeunes, pour pouvoir les endoctriner plus facilement. Donc le frérisme, pour essayer d'être clair sans être trop technique, je le conçois comme un système d'action. Ce n'est pas un courant théologique parmi d'autres musulmans, c'est plutôt un système qui cherche à conduire tous les courants de l'islam, des plus littéralistes aux plus libéraux, pour mettre en marche donc ce grand mouvement islamique mondial. Le mouvement islamique, c'est vraiment une expression de Youssef El-Qaradawi. Et ce mouvement islamique a pour mission l'instauration d'un califat mondial. Alors, d'où vient peut-être cette confrérie? La confrérie des frères musulmans est née en 1928, peu après l'abolition du califat ottoman. C'est le dernier califat qui chute donc en 1924. C'est un événement particulièrement traumatisant pour le monde musulman qu'on n'a d'ailleurs pas vraiment pris au sérieux. On ne lui donne pas l'importance qui a pourtant été ressentie par les musulmans de voir, c'est comme si le pape en fait ou Rome avait été détruite. C'est quand même quelque chose de très traumatisant. Donc 1928, quand Hassan el-Banna, jeune instituteur formé à la fois dans la tradition religieuse et puis à la fois dans l'enseignement moderne, veut s'entourer de jeunes. Vous voyez, les jeunes frères musulmans, au départ, ce sont plutôt des jeunes, alors ils n'ont pas de barbe, etc., parce que ce sont les premiers, ils sont guidés par un homme très charismatique, qui est Hassan el-Banna. Et voilà comment il décrit son mouvement. Il dit « Nous ne sommes pas... » Donc il ne veut pas, au départ, créer un parti politique. D'ailleurs, il ne veut pas. Et les frères musulmans ne font jamais... sont à l'étroit dans les partis politiques. C'est bien plus que ça. C'est un parti au service de Dieu. Donc même si la politique pratiquée selon les règles de l'islam est au cœur de notre pensée. Donc on fait de la politique, mais pas au sens du parti politique comme le pensent les Occidentaux. Il dit « Nous ne sommes pas une association caritative, même si le travail caritatif est l'un de nos principaux objectifs. Nous ne sommes pas un groupe sportif, même si le sport est un moyen pour nous. Nous ne sommes rien de tout cela. Nous sommes une idée et un dogme, une ligne de conduite, un système qui ne peut pas être délimité ni catégorisé. Il dépasse toute frontière, il existera jusqu'à la fin des temps, puisque nous sommes donc sur le chemin des compagnons du prophète. » Donc, vous voyez, ça veut dire que le politique, les associations, les groupes sportifs, bref, toutes les activités humaines sont pour eux dirigées par l'objectif ultime. Je voyais tout à l'heure, en passant près d'une église dans le quartier, des sœurs musulmanes, des frères musulmans, enfin
je ne sais pas de quel groupe ils sont, mais je pense qu'ils sont dans cette mouvance frériste, donner la soupe aux SDF. Ça fait partie de la mission. Hein, ce n'est pas une association caritative comme ça. Ça fait partie de la mission. Et c'est assez intéressant de voir que les SDF étaient plutôt des gens d'ici, du Québec ou du Canada, et eux, leur donner la soupe. Vous voyez, ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut voir par rapport à cet objectif-là. Le frérisme, donc, c'est une guidance pour chaque musulman. Chaque musulman doit ordonner ce qui est licite, c'est-à-dire ce que Dieu a dit qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut ordonner le bien. Le bien, il n'y a pas de question morale. Le bien, c'est ce que Dieu dit qui est bien. Il faut pourchasser l'illicite, et là aussi, alors le licite, c'est le halal, et l'illicite, c'est le haram. Le haram, si vous voulez. Et le haram, c'est quelque chose qui est interdit par Dieu, mais ça ne veut pas dire que c'est mal. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce qu'il faut faire, c'est ce que Dieu dit, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce que Dieu dit qu'il ne faut pas faire. Mais la question est du bien et du mal, ça ne se pose pas en question morale. Donc pour eux, le temps n'importe pas, puisque le chemin vers le califat est tracé. De toute façon, un jour, le monde deviendra musulman. C'est un horizon lointain, mais c'est un horizon qui est un axe. Et moi, je me souviens, quand j'étais chez les sœurs musulmanes, elles me disaient toujours, oui, c'est bien ce que vous avez la puissance technologique, vous avez la puissance militaire, etc., mais vous n'avez pas de sens. Vous ne savez pas où vous allez. Et Tariq Ramadan, d'ailleurs, le disait sans cesse. Vous ne savez pas où vous allez. Vous êtes musulman. Quand il s'adressait à ces ouailles, vous êtes musulman, mais vous ne savez pas où aller parce que vous avez perdu le chemin. Voilà. C'est toujours, les frères musulmans, c'est toujours un objectif. Cet objectif califal, c'est très important. Et ça me permet de dire aussi que malheureusement, les quelques travaux qui existent sur les frères musulmans en pays sécularisés ont tendance à dire oui, mais le califat, l'objectif a été abandonné. Non, c'est impossible. C'est dans l'ADN des frères musulmans, c'est dans l'ADN du frérisme. Évidemment, ils ne le disent pas. Évidemment, ils n'en parlent pas. Pourquoi est-ce que les frères musulmans ne parlent pas de leur objectif? Parce que c'est une théocratie. Et qu'une théocratie, c'est incompatible avec la démocratie. Le pouvoir au nom de Dieu, ça n'est pas compatible avec le pouvoir du peuple. Donc ce projet-là, ils ne peuvent pas en parler, ils ne peuvent pas dire ce que c'est parce qu'ils seraient immédiatement refoulés. Donc ils utilisent d'autres moyens, et des moyens de persuasion, des moyens d'influence pour arriver à leur fin, même s'il faut des dizaines, des centaines d'années. La structure, alors la confrérie au départ est très bien structurée. Enfin, c'est structuré du temps de Hassan el-Banna. Il y a donc et puis ça existe toujours. Disons que là, c'est ce que je vais décrire, c'est la version égyptienne. Parce que les frères musulmans ont commencé à parler un petit peu de leur organisation à partir du moment où ils sont rentrés en politique, donc il fallait qu'ils en disent un peu sur eux. Donc le guide général, avec un bureau d'orientation, un conseil de la Choura, des bureaux administratifs, des districts, des divisions et une unité de cellules qui s'appelle la Lousra, ou famille, de sorte que cela couvre tout un territoire. La méthode d'islamisation, puisqu'il s'agit bien de réislamiser au sens de faire adopter l'islam authentique, l'islam vrai, donc cette réislamisation consiste à donc éduquer et former l'individu de telle sorte que l'individu va rééduquer sa famille, de telle sorte que la famille va rééduquer son entourage, son voisinage, etc., etc. Vous voyez, en cercle du plus près au plus lointain. Une fois que la société est musulmane, eh bien naturellement, elle va se doter d'une gouvernance selon l'islam, et puis établir un État islamique, et ensuite tous ces États islamiques viendront donc à se regrouper pour former donc l'Oumma, la nation, la seule nation auquel croient les frères musulmans, qui est la nation islamique. Alors comment on rentre chez les frères musulmans ? On ne choisit pas de rentrer évidemment chez les frères musulmans, on est choisi, on est une cible. Donc la confrérie va vous approcher, elle va vous former sans dire qui elle est.
Elle va vous indiquer ce que vous devez lire, les actions que vous pouvez faire, etc. Elle va beaucoup vous flatter, parce que les frères musulmans sont des grands flatteurs. Et au bout de quelques années, si vous avez gravi tous les échelons, eh bien, elle va se faire connaître de vous et va vous proposer généralement de rentrer dans la confrérie. Donc à ce stade-là, elle est pratiquement sûre de ne pas avoir de refus. Si vous acceptez alors de rentrer dans la confrérie, ça peut prendre 10 ans, eh bien, vous êtes invité à prêter serment, un serment d'allégeance totale dans lequel vous exprimez que vous allez consacrer votre vie à Dieu et au guide de la confrérie et que vous serez toujours donc un adepte pour la vie. Donc généralement, les frères musulmans se marient entre eux. On épouse la belle-sœur de l'autre frère, etc. C'est un milieu très endogame, d'une certaine manière, de façon à ne pas disperser les forces. Qu'est-ce que ça fait, ça, ce mode de recrutement? C'est assez intelligent parce qu'il y a beaucoup de cibles qui ont été choisies, identifiées et qui ne vont pas satisfaire donc les formateurs. Et donc ces cibles seront laissées petit à petit. Elles ne sauront jamais, même si elles ont eu les prémices de la formation des frères musulmans, elles ne sauront jamais qu'elles ont été approchées par les frères et elles vont continuer leur chemin et d'une certaine manière reproduire ou enseigner ce qu'elles ont déjà appris. Et donc tous ces gens-là qui ont été approchés par la confrérie, ils font partie du deuxième cercle des affiliés. Vous avez les assermentés, le cercle vraiment secret, et les affiliés qu'on va retrouver dans diverses associations, dans les maraudes, dans les jeunes gens que j'ai vus tout à l'heure servir la soupe. Vous voyez, ce ne sont pas forcément des frères musulmans assermentés, mais souvent ils ont été formés par eux. Alors, comment, je vous disais tout à l'heure, puisque on ne peut pas imposer l'islam dans une société libérale, mais quand même technologiquement et militairement puissante, et puis surtout sécularisée, laïque. Donc, il faut utiliser d'autres méthodes, et ces méthodes-là consistent donc pour islamiser la modernité, à travailler donc par le bas, l'aide sociale, l'aide aux devoirs, l'éducation sportive, aussi les associations d'entrepreneurs, etc., qui vont utiliser donc des techniques d'entrisme, d'infiltration, de noyautage d'une association caritative, d'un syndicat, d'un parti politique, d'une grande entreprise, d'une salle de sport, des parents d'élèves, des centres de soins, etc., etc. Donc l'idée, c'est d'aller prêcher, mais prêcher la bonne parole sans utiliser le mot islam, mais transformer en fait des milieux pour qu'ils soient charia compatibles. Donc il ne s'agit pas d'imposer la charia, mais de modifier les lois. Par exemple, quand on fait voter une loi pour que les femmes puissent porter le voile en public, eh bien, on rend la société charia compatible. Sans dire qu'on veut l'islam, on dit simplement mais ce sont des habitudes culturelles, donc vous pouvez porter le voile, c'est juste la culture de ces migrants qui arrivent, etc. Évidemment non. Le voile, le hijab tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne laisse voir que l'ovale des mains, l'ovale du visage et les mains, ça n'est pas une tradition culturelle au Maghreb par exemple, c'est une importation et c'est une obligation religieuse, une norme de voilement, donc imposée par les salafistes et les frères musulmans. Donc, les frères musulmans détruisent toutes les cultures. Moi, ça m'étonne toujours, comme vous dites, au nom de la multiculturalité, au nom de la diversité, on va accueillir des gens qui, en réalité, n'ont qu'une obsession, c'est de détruire les cultures pour le remplacer par une norme islamique. Et ça, on ne le voit malheureusement pas parce que ce genre de travail, qui est très objectif parce que appuyé sur les discours des frères musulmans eux-mêmes, ce genre de travail n'est pas permis à l'université, n'est pas diffusé. Donc évidemment, ça sert les objectifs et les méthodes des frères.
Alors les pères fondateurs du frérisme, j'ai dit Hassan el-Banna, mais il y a vraiment deux personnages qu'il faut lire. C'est Saïd Abou Maoudoudi, qui est un Pakistanais, donc il ne parle pas l'arabe, qui a écrit sa centaine d'ouvrages en ourdou, traduits ensuite en plusieurs langues, et en anglais en particulier. Il y a Youssef el-Kardawi, dont j'ai parlé, et les deux, donc... Ces deux tendances, eh bien, elles ont été réunies par un homme qui s'appelle Saïd Ramadan et qui est le père de Tariq Ramadan et de Hani Ramadan, que vous connaissez peut-être. Donc, vous voyez, l'héritage est très court. Hein. Alors, Kardawi est un antisémite vraiment explicite. Pour lui, il faut cultiver la haine d'Israël, il faut anéantir les Juifs, il a dit aussi que la Shoah était une punition divine. La charte du Hamas, qui a été rédigée en 1988 et qui donc prône l'éradication d'Israël, pur et simple, il faut que ça disparaisse. Israël, c'est vraiment quelque chose... D'ailleurs, il ne lui donne pas de nom, il l'appelle l'entité sioniste. Et cette entité sioniste, bien sûr, il faut l'éliminer. Et dans la charte du Hamas, eh bien, cette charte est inspirée des positions de Youssef el-Kardawi. Bon, alors, c'est même pas... Avant, quand je présentais ça, c'était avant le 7 octobre 2023. Maintenant, vous avez vu que c'est quelque chose qui est parfaitement répandu. Hein. Les manifestations dites pro-palestiniennes sont tout à fait des manifestations pro-Hamas et sont parfaitement dans la ligne des enseignements de Youssef el-Kardawi. Alors là, je voudrais m'arrêter un peu. Alors le schéma paraît un peu bavard, mais en gros, la structure organisationnelle des frères musulmans est la suivante. Donc vous avez le cercle central en bleu foncé qui rassemble les membres assermentés de la confrérie. Et qui donc exerce le contrôle sur deux autres cercles. Le deuxième cercle, ce sont les militants de ces associations, donc des divers secteurs dont j'ai parlé, de sport, d'aide sociale, mais aussi ceux qui sont rentrés dans les ministères de l'Intérieur, de la justice, pour essayer d'influencer, d'infléchir les associations d'avocats, les associations de médecins, fréristes. Donc c'est le deuxième cercle vert. Et puis vous avez donc qui sont des cercles explicites à partir du moment où vous avez jeunes musulmans de Saint-Denis, jeunes musulmans de la Gironde, etc. Donc vous avez, disons, des associations qui ne se reconnaissent pas évidemment affiliées aux frères musulmans, mais qui en diffusent la pensée et qui sont relativement explicites. Et puis vous avez un troisième cercle qui, elle, contient plutôt des organisations et associations qui sont parfois sans conscience qu'elles diffusent la pensée des frères, qui sont tout simplement tous les espaces noyautés du tissu associatif. Donc ça fait du monde à la fin. Alors, maintenant, je veux parler de chiffres. En France, il y a entre 7 et 8 millions de musulmans sur 66 millions, je crois. Des frères musulmans, des membres assermentés, il y en a très peu. Et il faut qu'il y en ait très peu parce que sinon le secret pourrait s'éventer. Donc il faut que ce soit pour que la confrérie garde son secret, il faut qu'elle soit, et sa puissance, il faut qu'elle soit très peu nombreuses. Donc on estime à entre 400 et 1000 personnes le nombre de personnes assermentées. Ensuite, un deuxième cercle qui est estimé à 100 000 à peu près, mais en fait ça, c'est vraiment des spéculations. Je vous cite les chiffres du ministère de l'Intérieur qui sont parus dans un rapport de mai de cette année. Et puis le troisième cercle, on ne sait pas exactement, ça c'est moi qui le dessine, mais si vous voulez, on peut en avoir une idée quand on prend les sondages qui sont faits auprès des jeunes musulmans, qui sont vraiment le cœur de cible des frères musulmans. Donc si vous prenez les 18-25, ils sont 18 ans, 25 ans musulmans, ils sont donc 58% à préférer la charia aux lois de la République. Donc là, on est sur des pourcentages très très élevés et ce n'est pas tout à fait étonnant puisque ce sont les clients de toutes ces associations noyautées.
Alors je vais terminer cette présentation sur un document qui est très important, qui a été écrit par Youssef El-Kardaoui et qui s'appelle « Les priorités du mouvement islamique pour les 30 années à venir ». Il a été écrit fin des années 80 donc il s'agit de prévoir ce qui va, ou plutôt de planifier ce qui doit se passer pour aider le mouvement islamique à se diffuser partout dans la société. Donc c'est intéressant parce que c'est exactement la période sur laquelle j'ai travaillé sur les frères musulmans, c'est 90-2020. Alors, je n'ai pas fait que ça, mais je les ai toujours suivis au long de ces 30 années. Et il dit donc qu'il faudra emprunter 3 grandes directions. Il faudra former une avant-garde islamique, prendre en main des écoles islamiques, des instituts de formation et former une élite. Et je peux vous dire que quand j'ai commencé il y a 30 ans, c'était totalement inimaginable. C'était plutôt une population d'immigrés qui était en train de sortir en fait de l'islam, la consommation halal était relativement faible ou pas motivée forcément par des questions religieuses, mais plutôt des questions rituelles et traditionnelles. Bref, on voyait que cette population maghrébine était en train de se séculariser, de se laïciser. Lui n'était pas du tout sur ses positions, évidemment. Il fallait empêcher cette assimilation et cette sécularisation. Et donc former une avant-garde islamique, donc plutôt une population d'élite. Il dit aussi qu'il faut former une opinion publique qu'on aura débarrassée des effets de campagne de dénigrement de l'islam. Et ça, c'est important parce que c'est le programme, en fait, de la lutte contre l'islamophobie. La lutte contre l'islamophobie n'est pas une lutte contre les discriminations. C'est un programme d'action des frères musulmans pour empêcher toute critique de l'islam, de l'islamisme, et pour culpabiliser les mauvais musulmans de ne pas être assez musulmans. C'est aussi, il parle de la préparation d'un climat mondial d'acceptation de l'existence de l'Oumma. C'est-à-dire qu'il faut que le monde prenne en conscience que les musulmans forment une nation particulière dans le monde et qu'il faut la traiter donc de façon particulière. Ce qui a donné d'ailleurs la déclaration des droits de l'homme en islam. C'est-à-dire que l'Organisation de la coopération islamique, qui rassemble 57 pays musulmans, a décidé de faire sa propre déclaration de l'homme en islam. Alors, c'est pas déclaration de l'homme des hommes musulmans, c'est déclaration de l'homme en islam, c'est-à-dire de l'humanité qui serait gouvernée sous la charia, en fait. Les domaines d'islamisation aussi, il les établit, donc il faudra travailler par secteur. Donc, en premier, c'est l'éducation. En deuxième, donc le politique, commencer à structurer un vote musulman. Il faudra donc travailler dans les domaines social et sportifs. Il faudra une économie halal. Il faudra se préparer aussi à l'affrontement, se préparer à la guerre, c'est le djihad. Il faudra aussi faire du lobbying auprès des médias et avoir une communication propre. C'est ce que fait très bien, par exemple, Al Jazeera ou la petite sœur AJ+, qu'on a, je ne sais pas ce que vous avez ici, mais on a une chaîne en France ou dans le monde francophone en Europe qui s'appelle AJ+, et qui diffuse un programme pour les jeunes musulmans, mais pour les jeunes en général, puisque l'idée, c'est quand même d'attirer vers la société islamique l'ensemble du monde. Et AJ+, c'est une société c'est un média qui à la fois s'adresse aux LGBTQI, etc., de la société inclusive et multiculturelle, et autant qu'aux musulmans. Donc c'est très très particulier, parce qu'on dit, mais LGBTQ, normalement les islamistes n'aiment pas tous ces milieux-là. Mais en fait, c'est la convergence des luttes, c'est l'idée que à l'intérieur de l'islam, on va expliquer que ce sont des alliés temporaires. C'est-à-dire qu'il faut aller dans leur sens parce qu'ils peuvent être utiles. Mais évidemment, les autres sont des idiots utiles qui ne savent pas du tout ce qui se passe à l'intérieur du cadre islamique. Et c'est cette asymétrie de l'information, d'ailleurs, grâce au secret, qui donne un avantage aux frères musulmans. Et puis, un autre élément aussi très, très important, c'est l'islamisation de la connaissance. Et là, ça concerne toute la connaissance et les universités. C'est-à-dire qu'il faut penser les sciences, penser la connaissance produite dans ces universités dans le seul cadre de l'islam.
Ça veut dire que il y a des enseignements qu'on ne peut plus tenir parce qu'ils ne sont pas compatibles avec la charia. Et c'est des universités qui existent d'ailleurs en Malaisie, hein, des universités où toutes les facultés en fait sont dans le cadre de l'islam. Et puis donc, pour finir, Youssef El-Qaradawi dit il faudra des classes de missionnaires. C'est-à-dire que les jeunes ne sont pas juste des musulmans, ils doivent être des missionnaires, des ambassadeurs de l'islam. Donc ça donne une élite cultivée, c'est le premier groupe vers lequel il faut orienter son influence, explique Qaradawi. Il faudra rééduquer les masses, et ça, le salafisme orthopraxique, c'est-à-dire l'application stricte de ce qu'il y a dans le Coran dans tous les instants de sa vie, doit être éduqué aux masses qui doivent les appliquer. Donc on va voir des frérots salafistes dans les bus interdire aux femmes trop légèrement vêtues de rentrer ou qui ne voudront plus s'asseoir là où les femmes se sont assises, etc. Ça fait partie en fait de l'endoctrinement des masses. Ça ne concernera pas les élites. Une femme, par exemple, qui voudrait rentrer à la direction d'une grande entreprise de transport, de train, par exemple, si elle ne peut pas y rentrer avec son voile, on lui dira « ne mets pas le voile ». Il vaut mieux que tu rentres à l'intérieur pour essayer de faire changer les choses pour que les autres puissent mettre le voile, mais toi, tu ne seras pas obligé. Donc, c'est ça, les frères musulmans, c'est ça qu'on appelle la taqiyya, mais je n'aime pas trop utiliser ce terme. C'est plutôt une forme de ruse qui consiste à suspendre la pratique, à l'inverse des salafistes, eux qui mettent la pratique en premier, suspendre la pratique si, pour les masses, pour la plupart, ça peut servir donc à l'accomplissement du plan califal. Donc c'est pour ça qu'on voit des photos avec aussi bien des voilés que des non-voilés, parce qu'il faut faire la publicité. Et puis, comme ils disent, de toute façon, si tu ne peux pas te voiler aujourd'hui, tu te voileras demain, il n'y a pas de problème, Inch'Allah, ça arrivera, c'est comme ça, c'est ainsi. Les enfants, donc les femmes, il faut former des femmes leaders islamiques dans les domaines de la philosophie, des sciences, de la littérature, bien sûr, de la dawa, de l'invitation à l'islam. Et puis pour les enfants, une éducation inspirée de soufisme, adoration en Dieu en tout le temps, partout. Donc là, vous avez une littérature considérable. Allez dans les librairies islamiques et comme ça, vous comprendrez ce que lisent les enfants musulmans nés ici. Ils lisent des choses qui sont totalement incompatibles avec ce qu'ils apprennent à l'école. Donc ça fabrique des cerveaux qui sont à la limite de la schizophrénie sociale parfois. Mais ces livres sont de plus en plus nombreux. C'est pas seulement des livres, hein, c'est des vidéos, c'est des petits films, c'est des jeux pour enfants. Vous avez des livres aussi où les personnages n'ont plus de visage. Bref, toute la charia est appliquée pour les enfants dès le plus jeune âge. Voilà, je pense que oui, je ne vais pas vous faire passer ça parce que c'est trop franco-français. Je vais m'arrêter là, puis je crois que j'ai dépassé mon temps. Merci. Alors, je vous présente Madame Fadila Maroufi, anthropologue, travailleuse sociale et militante laïque belge d'origine marocaine et la fondatrice et directrice de l'Observatoire européen des fondamentalismes et de Vivre la République. Lauréate de plusieurs distinctions prestigieuses, elle s'est engagée depuis de nombreuses années dans la lutte contre l'endoctrinement, l'islamisme et la radicalisation. Forte de son expérience dans les quartiers défavorisés de Bruxelles et de ses recherches en anthropologie à l'UC Louvain, elle analyse les mécanismes de contrôle social et religieux imposés aux femmes. Conférencière et figure médiatique, elle défend la laïcité et les libertés fondamentales malgré les menaces et les campagnes d'intimidation dont elle est régulièrement victime, y compris des attaques judiciaires et politiques qui témoignent de la tension entourant ces prises de position. Bienvenue, Madame Maroufi. Merci beaucoup.
Alors, bonjour à tous, merci à Mandana Javana de m'avoir invité à Montréal. C'est la première fois pour moi ici et je suis très heureuse de vous rencontrer. En tout cas, je remarque que les Québécois, les Montréalais sont plutôt sympathiques et gentils, aussi gentils que les Belges. On a plus ou moins, on a quand même des similitudes, on va dire, entre nos deux pays. Ce qui est une bonne qualité, mais aussi qui peut porter aussi préjudice dans certains moments. Alors, donc moi, je vais moins être théorique parce que bon, je suis anthropologue, mais j'ai fait un master en anthropologie, contrairement à Florence qui est docteure et chercheuse en anthropologie. Moi, je vais partir surtout à partir de mon expérience personnelle et aussi à partir en tant que personnelle et puis en tant que travailleuse sociale et en ayant infiltré, on va dire, le monde des femmes à Bruxelles, le monde des salafiyas, donc des sœurs musulmanes et des salafistes à Bruxelles. Alors pour commencer, donc moi je suis née à Bruxelles d'une famille donc de troisième génération, 8 enfants, j'en suis l'aînée. Dans ma famille, je suis la seule qui n'est pas radicalisée. Tous mes autres frères et sœurs sont radicalisés à des degrés différents, en passant de l'idéologie frériste jusqu'à certains qui sont plutôt de la mouvance salafiste de Daesh. Alors, pour un peu présenter et pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce qui a été dit, moi je vais partir aussi depuis mon enfance jusqu'à présent. Comment est-ce que, en tant que musulman, comment on a grandi, dans quelle atmosphère, dans quelle société et comment on a évolué. Alors, donc moi je suis née dans les années 70, pardon, j'essaie de me rajeunir quand même. Hein. Je suis née dans les années 70 et à partir des années 80, en fait, donc j'étais scolarisée dans une école publique à Bruxelles, où on était une forte, disons que la population était fortement d'origine musulmane. Alors aussi bien au départ dans le quartier dans lequel je vivais, on était mélangés, il y avait des Belgo-Belges, il y avait des Italiens, des Espagnols, des Marocains, il y a un petit peu de Turcs, en sachant qu'à Bruxelles, c'est une grande majorité, surtout de personnes issues de culture marocaine, d'origine marocaine et turque, qui sont plutôt rifs. Hein. C'est quand même aussi important de le dire parce qu'il y a une différence. Tout le Maghreb, à la base, n'est pas arabe, mais il est bien berbère. Et nous ne parlions pas arabe, nous parlions la langue, ce qu'on appelle la langue berbère. Et donc c'est important aussi de le savoir parce que vous allez comprendre aussi comment se passe et comment ça s'est fait l'endoctrinement, en tout cas par l'apprentissage aussi de l'arabe. Donc nous, en tant qu'enfants, nos parents qui travaillaient à l'époque nous envoyaient le mercredi après-midi, les week-ends aussi, à la mosquée pour apprendre la religion, notre religion, ce qu'on appelait notre religion musulmane, parce que l'idée de nos grands-parents, c'était qu'on allait retourner au pays. Donc il ne fallait surtout pas qu'on oublie notre religion. À l'époque, nos grands-parents pratiquaient un islam à la carte, comme tu l'as très bien dit, c'est-à-dire que on pratiquait les prières, nos parents pratiquaient les 5 prières quotidiennes, pratiquaient parfois le ramadan, etc. Mais ils n'étaient pas totalement trop regardants. On avait parfois des personnes qui allaient consommer non halal, etc. Tant pas vu, pas pris, c'était très bien. Et voilà, chacun vivait un petit peu sa vie. Sauf qu'à partir du moment où les jeunes, où nous allons commencer à fréquenter les mosquées, on a une autre éducation qui va commencer à nous être imposée par les imams au départ. On a des imams qui nous sont envoyés et qui sont financés par l'Arabie Saoudite. Et puis, vous savez aussi, des personnes qui sont frères musulmans qui vont enseigner. Or, moi-même, en Belgique, nous avons, c'est vrai que vous n'avez peut-être pas le même système, mais en Belgique, dans l'école publique, nous avons des cours de religion. Chaque groupe va dans son cours de religion, les musulmans vont au cours de religion musulman, les chrétiens catholiques, et ainsi de suite. Alors autant vous dire que très rapidement, la communauté juive, on ne les voyait quasiment plus dans les cours de religion juifs parce qu'ils se faisaient de plus en plus rares, d'autant plus qu'ils étaient très souvent, majoritairement agressés, harcelés, etc. Moi, j'ai vu, j'ai des expériences vraiment de camarades que j'ai perdues au bout de 3 mois pour certains et d'autres, après 1 an, ont dû quitter l'enseignement et ont dû aller dans les enseignements qui sont réservés uniquement aux juifs pour être protégés parce qu'il n'y avait vraiment pas de soutien à ce niveau-là. Donc, et à côté de ça, moi, j'avais un professeur de religion islamique que je trouvais très bien,
parce que c'était quelqu'un qui était habillé en chemise moderne, qui nous disait que finalement, on n'était pas marocain, mais on était plutôt belge. Donc, si vous voulez, nous qui sommes nés en Belgique, on se sentait plus proche de la Belgique que de nos pays d'origine. Et quand vous avez quelqu'un comme ça qui vous dit, finalement, il vous donne une identité pour des jeunes qui ne savent pas vraiment où se situer, est-ce qu'on n'est pas vraiment marocain, parce que quand vous retournez au pays, on vous dit, vous, étrangers, dégagés. Ça, c'était notre vécu. Et puis, en même temps, quand on était en Belgique, on n'était pas non plus totalement belge, donc vous voyez bien quand même les différences. Et on voyait aussi dans nos familles, c'est-à-dire que dans nos familles, l'éducation que nous avions, c'est nous ne sommes pas belges, eux, ce sont des mécréants, ce sont des impurs. Très souvent, on utilisait le terme, ce sont des porcs. Ils sont sales, etc. Donc c'était vraiment la vision au sein de la communauté que nous avions de tous ceux qui n'étaient pas musulmans. Et si vous voulez, en tant qu'enfant, et puis on nous disait surtout, il ne fallait pas le raconter, il ne faut pas le dire, parce que sinon on va avoir des problèmes, on va nous exclure, on va nous renvoyer au pays, etc. Donc tout ça, si vous voulez, l'enfant, lui, on ingurgitait tout ça et on ne pouvait pas en parler. À côté de tout ça, il y a aussi le fait qu'il y a énormément de violence. C'est-à-dire que quand vous alliez dans les mosquées, il y avait de la violence. Quand vous apprenez pas bien ou vous prononciez ne serait-ce que mal un verset coranique, vous étiez battu, on vous frappait. Et quand on frappait, c'était avec tout ce qui lui tombait sur la main. Moi, j'ai eu un camarade de classe avec un tuyau en métal, l'imam lui a cassé le bras. Et quand il allait se plaindre chez son père, il en rajoutait, il le frappait aussi, parce qu'il avait mal appris. Donc on vivait dans cette culture de violence, et au sein des familles aussi. C'est-à-dire qu'au sein des familles, il y avait énormément de violence, il y avait des pères qui buvaient, mais puis aussi la culture, c'est-à-dire que les parents avaient le droit sur l'enfant, et donc il fallait nous corriger quand on ne faisait pas les choses convenablement comme il le fallait. Donc nous, en tant qu'enfants, on était au courant et on se voyait bien que entre nous, les camarades, etc., quand on se voyait, on voyait de temps en temps un camarade avec un œil au beurre noir. Et donc on voyait cet impact-là, et les professeurs ne réagissaient pas forcément, parce que aussi face aux professeurs, très souvent, quand ils nous posaient la question, ils disaient « on est tombé, on s'est cogné, etc. » Eh bien, ils n'allaient pas non plus chercher trop loin, parce que finalement, ils ne connaissaient pas non plus qui on était, puisqu'on cachait qui on était justement aux autres. Et donc, si vous voulez, nous, en tant qu'enfants, on était confrontés à cette schizophrénie, comme tu disais, c'est-à-dire que nous avions une façon de nous comporter à la maison, nous avions une façon de nous comporter à la société avec les personnes qui ne sont pas musulmanes. Et donc, il fallait qu'on devait s'adapter à ces deux mondes. Et cette violence-là qu'on avait vécue au sein de nos familles, au sein de la communauté, avec cette pression sociale aussi, puisque les filles sont surveillées, il fallait absolument garantir l'honneur de la famille, donc il fallait qu'on soit vierge jusqu'au mariage. Moi, j'ai eu des camarades de classe, des jeunes filles qui sont parties à 14, 15, 16 ans, qui ont été emmenées au pays, qui ont été mariées, qui ont eu des enfants très jeunes, etc. Et donc, et moi, finalement, quand je voyais tout ça, c'était des perspectives d'avenir que je n'avais pas trop envie d'avoir. Et je voyais d'ailleurs même chez mes camarades de classe, on avait des rêves. Moi, à l'époque, je rêvais d'être médecin, j'avais d'autres camarades de classe qui voulaient faire de la BD, etc. Je raconte tout ça parce que c'est très important, ce qui va se produire par la suite, ce que ça va produire. Et finalement, à partir de 9-10 ans, au plus je grandissais, au plus on commençait à me dire « Ah, tu ne peux plus parler avec les garçons, tu dois te préserver ». Donc il y avait une séparation entre les filles et les garçons. Donc tous les camarades garçons avec qui je jouais au foot, etc., je ne pouvais plus jouer avec eux. J'insistais quand même. À l'école, je pouvais encore le faire. Mais à l'extérieur, ça devenait très problématique. Il fallait vraiment surveiller ces gestes parce qu'on était surveillés aussi par la communauté. Donc si d'autres familles nous voyaient jouer avec des garçons, ils allaient le rapporter et le téléphone arabe marche super bien. Avant, nous, ça allait jusqu'à la maison et nos parents étaient au courant. Et les parents nous rappelaient en disant « Tiens, aujourd'hui, t'as pas discuté avec un tel, etc. » Et je peux vous dire que là, on commençait à suer parce qu'on se disait « C'est notre dernier jour de vie. » On se disait « On était mort, on allait se faire tuer. » Et en même temps, je dis ça, mais c'était aussi le discours qu'on nous renvoyait. C'est-à-dire qu'on nous disait « Si tu fais ça, tu seras mort. Ton père va te tuer. Parce que chez nous, ça se fait pas. » Et effectivement,
quand on est enfant et qu'on entend ça, on prend ça au premier degré. En même temps, bon, mon père a déjà essayé de me jeter par la fenêtre, donc j'ai dû me rattraper. C'est ce qui m'a permis de rester en vie. Donc il y avait aussi des actes qui montraient que c'était possible. Et donc c'est tout ça qui fait que ces enfants-là, finalement, qui ont grandi, c'est qu'il y a ce ressentiment par rapport à la colère et tout ce qu'on ne pouvait pas dire. C'est-à-dire que vous avez de la colère vis-à-vis de vos parents et toute la violence que vous avez subie, mais vous ne pouvez pas ni vous rebiffer contre vos parents. Quand on voit chez les Occidentaux l'adolescence, à l'adolescence vous pouvez la faire, chez les musulmans faire l'adolescence, il ne faut même pas espérer, hein, c'est le retour de bâton. Donc vous pouvez pas... vous n'avez pas cette occasion de pouvoir remettre en question vos parents, d'autant plus qu'on n'arrête pas de nous dire vous devez respecter vos parents, quoi qu'ils fassent, vous ne pouvez pas vous plaindre. J'ai entendu aussi dans les lieux, justement, par la suite, quand j'ai fréquenté des mosquées, etc., les femmes qui disaient à des jeunes filles, si tu te fais violer par un membre de la famille, surtout n'en parle pas, ne va pas avorter, garde le bébé et éduque-le dans les sentiers de l'islam. Donc vous voyez, c'est toute cette idée-là qui fait que on ne pouvait pas se plaindre et on ne pouvait pas exprimer tous nos ressentiments, toutes nos émotions. Et qu'est-ce qu'on faisait avec tout ça ? C'est que certains jeunes garçons, après 12 ans, certains allaient dans la délinquance, viraient dans la délinquance, mais ils avaient quand même eu cette éducation religieuse. Donc ils allaient dans la délinquance avec toute cette colère, toute cette frustration. Et dans les mosquées, qu'est-ce qu'on vous apprenait ? C'est que vous avez le droit d'insulter, de frapper, de voler un mécréant, mais vous ne pouvez pas faire ça aux musulmans. Donc finalement, toute cette colère, tout ce que vous pouvez avoir, vous le renvoyez vers les personnes pour lesquelles on vous a donné le droit de faire tout ce qui était possible et inimaginable. Et donc on a eu comme ça, dans mon quartier, des boutiques tenues par des belgo-belges qui se faisaient très souvent racketter, voler, frapper, etc. Et finalement, cette population a commencé à partir. Pas parce qu'ils ne supportaient pas la population musulmane, mais parce que la population musulmane, enfin en tout cas les jeunes issus de la population musulmane, agressaient ces personnes. Donc ils ne se sentaient plus vraiment bien accueillis et surtout bien protégés dans le quartier. Donc moi, c'est avec ça que j'ai grandi. Et dans ce quartier-là, j'habitais dans une commune juste à côté de Molenbeek. Il faut savoir que Bruxelles est très très petit. Elle est constituée de 19 communes et que toutes les communes, on peut passer d'une commune à une autre très facilement. On peut circuler très facilement. Donc Molenbeek est vraiment collé à la commune dans laquelle j'ai grandi. Et donc finalement, tous ces jeunes, une fois passés dans la délinquance, et comme je vous le disais, on est issus de la communauté marocaine berbère de Nador. Et là, à Nador, il y a quelque chose qui est très qu'on retrouve très facilement, c'est la drogue, le shit, etc., qui circule à foison. Et donc, on va avoir énormément de jeunes qui vont faire du commerce du shit à Bruxelles, mais aussi aux Pays-Bas. Et il va y avoir des liens entre les deux jusqu'à la France. Ces groupes, qui font du business de drogue vont beaucoup investir dans les pays d'origine, mais aussi vont évidemment prendre possession de ces différents quartiers. Ils vont aussi financer ce qu'on a par la suite appelé le djihad, c'est-à-dire que certaines mosquées seront financées par la drogue, ils vont financer les armes, payer et acheter des armes pour faire le djihad. Et donc c'est ça qui va produire par la suite, si vous voulez, des jeunes délinquants qui vont ensuite passer dans le radicalisme et dans la lutte armée du djihad islamique. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes que moi je connais parmi aussi mes frères quand même qui ont participé, qui ont fait partie du grand banditisme, qui vendaient de la drogue eux-mêmes et qui ensuite ont fait partie de tout ce qui était logistique, fournir les armes, etc., pour commettre des attentats. Mais à côté de ça, on avait quand même aussi les frères musulmans de l'autre côté, qui nourrissait aussi ce djihad, qui nourrissait aussi un ressentiment de la part de cette jeunesse musulmane. On avait notamment Tariq Ramadan, qui était très largement
répandu, on le voyait à la télévision, dans la chaîne nationale belge, où on nous disait c'est le représentant des musulmans, c'est lui le référent, c'est un grand intellectuel, il parle bien, etc. Et c'est vrai que nous, en tant que jeunes, on avait besoin d'une image de personnes qui réussissent, qui parlent très bien, etc. Et donc, nous, on le voyait comme un musulman qui parle bien, un intellectuel, qui en plus... On pensait, il parlait de réforme, on pensait qu'il allait moderniser l'islam et que finalement il allait nous libérer de l'islam radical et rétrograde. Et en fait, c'est vraiment qu'à 19 ans que je vais me constater que ce n'est pas le cas en lisant un de ses ouvrages, parce que je vais entendre aussi dans certains médias français qui disent oui, il a un double langage, etc. Donc je vais me dire, bon, je vais acheter son livre, je vais le lire. Et là, je lis Réforme de l'islam, revenir aux pieux anciens. Et là, je me dis, attends, c'est pas du tout le même mec. Le type, il nous balance que vous êtes libre, que vous avez le droit de porter le hijab. Et donc, il inverse même ça. Parce qu'avant, nous, nos parents nous disaient, vous êtes obligés, vous devez porter le hijab, etc. Et nous, on n'aimait pas trop ça. D'ailleurs, la plupart des filles ne voulaient pas porter le voile. Quand moi, j'allais à l'école, le fait que l'école interdisait le port du voile, pour moi, c'était une bouffée d'oxygène. On était contente qu'on ne puisse pas porter le voile. Seulement, par la suite, le fait que lui... inverse complètement et disent c'est un droit, vous avez le droit, etc. Les jeunes filles qui voulaient se révolter se disaient ah ben oui, c'est un droit, c'est vrai. Et puis elles rentraient dans un système de révolution. On est des révolutionnaires. On peut revendiquer des choses, d'autant plus qu'il disait mais vous, en tant que femme, vous avez une mission, Allah vous a choisi. C'est ce que je vais aussi entendre plus tard chez les sœurs musulmanes que je vais infiltrer. Elles nous diront, vous avez des missions, cette mission, c'est d'aller propager l'islam. D'ailleurs, Allah vous a choisi. Il faut que vous trouviez un bon musulman avec qui vous mariez. Et le meilleur musulman, c'est celui qui ressemble du plus proche du prophète et qui pratique l'islam comme le prophète. Après aussi ça, quand vous lisez comment est le prophète et que vous vous dites qu'il faut se rapprocher le plus proche du prophète, ça pose aussi question. Et ça, moi, je vais l'apprendre aussi parce qu'à un moment donné, je vais être en dispute et en désaccord avec mes frères par rapport à tout ce que je vous ai dit, par rapport d'abord à leur commerce de drogue, et puis aussi par rapport à la pratique fondamentaliste. Ils vont très souvent me demander de porter le hijab, de me comporter comme une bonne musulmane, et donc on va être confrontés. La chance que j'ai eue aussi, peut-être dans ma famille, c'est que mon père, à ce niveau-là, il avait une autre éducation, c'est-à-dire que c'était l'aîné qui avait le pouvoir et pas forcément le garçon. Ce qui était plutôt rare. Mais bon, il avait d'autres travers. Il était aussi violent, il était quand même aussi traditionnel, même s'il n'était pas pratiquant musulman. Et ça va faire que, finalement, moi, je ne me laisserai pas faire quand mes frères vont me rappeler à l'ordre ou me dire... Et donc, à un moment donné, je vais me dire... Je vais confronter à mon frère qui va me dire c'est marqué dans le Coran, etc. Et moi, je lui dirais c'est pas vrai, c'est pas marqué dans le Coran. Dans le Coran, c'est l'égalité homme-femme, etc. En réalité, moi, de quoi je parlais surtout... de ce que Simone Veil parlait, ce qu'Elisabeth Badinter nous apprenait. C'était pas du tout ce qui était marqué dans le Coran. Et donc là, je vais me dire, bon, moi j'ai besoin d'arguments parce qu'il me cite des sourates et moi finalement j'y connaissais pas grand-chose. Donc je vais me procurer un Coran, je vais le lire. Quand je vais l'ouvrir et que je vais découvrir ce qui est marqué dedans, je vais le refermer, je vais le redéposer, je vais me dire, il a raison en fait. C'est pas du tout l'égalité entre les hommes et les femmes. Et là, je vais commencer à m'éloigner en fait du Coran. Il y a aussi un autre épisode que je voulais aussi vous raconter qui était important, c'est que après mes écoles élémentaires, donc primaires, à 12 ans, je dois faire le choix d'une école secondaire, de lycée. Et là, je sais que je dois, pour sortir de tout ça, il faut que je fasse des études. Je me suis dit, c'est ma seule chance pour être libre un jour. Et donc, je choisis une école catholique qui avait une réputation d'être une école élitiste où on sortait avec des diplômes. Et en plus, elle se trouvait en dehors du quartier. Donc, moi, je me suis dit, il faut absolument que j'aille là-bas. Ce que j'ai fait, avec des craintes, évidemment, parce que moi, on m'avait appris que les autres, c'était nos ennemis qui nous détestaient, etc. Donc, je vais quand même dans cette école-là. Et j'ai un prêtre qui est professeur de religion catholique et qui nous parle de Jésus, qu'il faut aimer les autres, qu'il faut aimer les uns les autres, mais qu'il faut en plus aimer ceux qui sont étrangers. Et moi, je me regarde en me disant, mais il parle tout le temps d'amour. Et chez nous, on nous parle qu'il faut tuer les Juifs, il
faut détester les mécréants, ils sont sales, ils sont impurs, mais au point que même par rapport à le fait de ne pas manger du porc ou de ne pas consommer le vin, en fait, c'est des choses qui nous dégoûtent. Au point que c'est même physique. C'est-à-dire que si j'allais chez une camarade de classe, j'étais dégoûtée. Pour moi, elle était sale. Pour moi, tout ce qu'elle allait me proposer, je ne lui faisais pas confiance parce que je me disais, c'est impur, c'est sale. J'étais vraiment... Et c'était méprisant. Et là, j'apprends qu'il y a autre chose derrière. Et je me dis, on m'a menti quelque part. Et donc, il y a tout un processus en moi qui va commencer à se faire de réflexion, mais en même temps, je ne peux pas le raconter à ma famille parce que je sais ce que je risque. Si je le raconte à ma famille, et si ma famille voit que j'évolue dans un autre sens, c'est le retour au bled, c'est le mariage assuré, et on ne revient plus. J'ai vu beaucoup de filles qui ont été mariées, souvent avec des cousins germains, pour 2 raisons. D'abord pour 3 raisons. Garder les terres au niveau de la famille, pour ramener les membres de la famille en Europe pour qu'ils puissent travailler ou avoir les droits sociaux, etc. Et troisièmement, parce qu'on était sûr à ce moment-là qu'on épousait quelqu'un qu'on connaissait, etc. Mais même ça, en réalité, ce n'était pas le cas. Mais ils avaient l'illusion qu'on connaissait, qu'on allait épouser un bon musulman. Et donc, la plupart de ces filles-là, qui sont parties, qu'on a ramenées de force au Maroc et qu'on a mariées de force, ne font pas partie des statistiques des personnes qui ont été maltraitées. Donc finalement, tous les travailleurs sociaux sur le terrain, etc., ne savent pas ce qui se produit dans les familles. Ils n'entendent pas ce qui se produit, etc. Et donc moi, par la suite, quand je vais être adulte, je vais décider de quitter ma famille et de rester très loin de toutes ces pratiques. Je me dis, après tout, s'ils veulent pratiquer leur islam, qu'ils le fassent. Moi, de toute façon, j'ai maintenant ma liberté, je vais vivre seule, je travaille, etc. Et je décide d'être travailleuse sociale. Donc je vais travailler dans des quartiers précarisés pendant 20 ans, 25 ans, avec des familles subsahariennes, musulmanes du Maghreb, de Turquie, etc. Et là, je vais être confrontée encore systématiquement à des violences intrafamiliales. Je vais aider beaucoup de femmes et accompagner beaucoup de femmes ou de jeunes filles qui vont quitter leur cellule familiale, leur trouver des logements d'urgence, etc. Et c'est très, très difficile parce que quitter sa famille, ça demande énormément. Nous, on a été éduqués à avoir peur de tout. C'est-à-dire que sans la famille, on n'est rien. C'est ce qu'on nous dit depuis l'enfance. Sans la famille, on n'est rien. Les autres vous méprisent, ils ne vous aideront pas, de toute façon. Il n'y a que la famille et la communauté, la Oumma musulmane qui peut vous aider. Évidemment, plus tard, on comprend qu'on vous aide que si vous restez dans les clous de l'islam. Si vous êtes libre dans votre tête et si vous avez une autre façon de voir les choses, vous serez rejeté de toute façon. Et ça va être mon cas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ne pratiquerai plus l'islam, où je vais commencer à m'émanciper de plus en plus, je serai rejetée par ma famille jusqu'à 2021, où la rupture se fait définitivement à partir du moment où il y a eu les conflits Israël-Palestine. Le conflit Israël-Palestine, la question juive est très importante dans la communauté musulmane. On ne se rend pas toujours compte, en fait. Les gens de l'extérieur ne se rendent pas compte. Nous, on s'en rend bien compte parce que depuis l'enfance, on nous parle, c'est les 2 thèmes qui reviennent souvent dans les prêches, dans les mosquées, c'est la question juive et la question des femmes. La question des femmes, c'est comment est-ce qu'on va être brûlé quand on ira en enfer. Tout ce qu'on peut faire, surtout tout ce qu'on ne peut pas faire. Toutes les conséquences, c'est-à-dire que si on ne porte pas les hijabs, on sera suspendu par les cheveux pour l'éternité, etc. Si vous portez des vêtements courts, vous serez brûlé pour l'éternité, votre peau sera remise et puis rebrûlée et ainsi de suite jusqu'à l'éternité. On vous explique vraiment les supplices en fait de tout ce que vous allez subir, mais on nous le raconte depuis l'enfance. Alors quand on est enfant et qu'on nous raconte ça, on y croit et on a peur et on est terrorisé. Et cette terreur, elle risque même jusqu'à l'âge adulte. Or, beaucoup rigolent en pensant que, on se dit, mais enfin, comment on peut croire à ça? Mais je vous assure que même les plus grands intellectuels musulmans y croient. Et ils espèrent tous ne pas aller de l'autre côté. C'est ce qui va pousser aussi ces jeunes qui ont cette colère à commettre le djihad islamique, à devenir des martyrs. On parle très souvent des 72 vierges qu'ils vont avoir. En réalité, il n'y a pas que ça. Le plus important, à mon sens, c'est que tous ceux qui ont été dans la délinquance ou tous ceux qui n'ont pas pu avoir beaucoup de points pour aller au paradis, pour avoir accès au paradis, parce qu'il y a un système de points. Bons points si on fait des bonnes choses selon l'islam et les mauvais points si on commet des erreurs selon l'islam. Et donc, on est constamment dans nos têtes en train de calculer ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Et donc, on essaie de récupérer. Mais à un moment donné, on oublie le calcul.
Dans une vie, c'est très compliqué de calculer tous les jours le nombre de points. Et il y a un moment donné, on est tellement désemparé, on a tellement peur de l'enfer, certains se disent, le seul moyen pour aller tout de suite au paradis et pour sauver les autres membres de la famille, eh bien, c'est le martyre. Parce que le martyre, ça vous garantit d'aller l'accès au paradis. Et donc, vous avez beaucoup de jeunes qui se disent, mais si je veux sauver mes membres de ma famille, proches, mes parents, mes frères et sœurs, je commets un attentat, puisqu'on ne peut pas se suicider, ben je peux commettre un attentat, c'est légal, et en même temps, moi je vais au paradis, et toute ma famille ira aussi au paradis, et tous mes proches iront au paradis. Si dans une famille, vous avez une sœur qui n'était pas vierge, qui est homosexuelle, etc., le frère qui doit garantir de maintenir justement, c'est lui qui est censé surveiller les autres sœurs, etc., qu'elles ne commettent pas l'irréparable, eh bien, une manière justement de sauver la famille, c'est aussi le martyre, parce qu'il se culpabilise. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour garantir justement cet honneur au sein de la famille. Et à partir du moment où la communauté le sait, c'est la honte. Et c'est là-dessus qu'au niveau, je pense que les sociologues, les anthropologues, etc., n'avaient pas compris. Ils sont très vite passés, à mon sens, sur la question socio-économique en disant « mais ces jeunes, c'est parce qu'ils n'ont pas, on les a pas aidés, ils n'avaient pas beaucoup de sous, etc. » Mais la réalité, c'est que beaucoup de gens qui ont commis des attentats avaient des bonnes situations aussi. Certains avaient des commerces qui fonctionnaient très bien. Donc, ce n'était pas le problème. Et donc, moi, quand j'entendais ce que les sociologues, les anthropologues disaient à la télé, je me disais, mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ce n'est pas du tout ça. Et ça continuait. On culpabilisait encore les Belges en leur disant, c'est parce que vous n'êtes pas ouverts à la société musulmane. C'est parce que vous êtes islamophobe que finalement, ces jeunes se radicalisent. Et au lieu de travailler sur ces questions-là avec les jeunes et de pouvoir leur faire prendre conscience qu'il y avait une radicalisation, etc., on leur disait « Oh, mes pauvres chéris, c'est parce que on vous a pas donné suffisamment. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, nous, on veut des salles de prière. Très bien, pas de souci. Nous, on est ouverts, on vous donne les salles de prière. » Et ainsi de suite. Ah, pour les filles, c'était moi, pour pouvoir aller à l'école, ce serait bien qu'on puisse m'autoriser à porter le voile. Ah, mais très bien, portez le voile, allez-y. Sauf que vous avez une voilée, 2 semaines plus tard, vous en avez 5, 6 mois plus tard, vous en avez 30, et finalement, l'école devient complètement voilée, et chacune surveille l'autre. Parce que dans la communauté musulmane, on doit tous se surveiller, vu qu'on est comptable des péchés des autres. Et ça, souvent, on ne le comprend pas. J'ai donné un exemple. Il y a une école catholique, parce que dans les écoles publiques, c'est devenu interdit. Il y a eu cette discussion de on va autoriser le voile ou pas, etc. Maintenant, c'est revenu à la table pour les écoles publiques. Mais à l'époque, ça ne l'était pas. Et donc, des écoles catholiques se sont dit, ma foi, pourquoi pas, après tout, c'est leur religion, etc. Donc, ils ont accepté certaines élèves qui puissent porter le voile. Alors, certaines venaient avec un petit fichu. Ce fichu devenait de plus en plus long, ganté, niqabé. Et les autres, c'était pareil. Et puis, vous avez les mères qui venaient, qui faisaient des commentaires aux autres mamans. Pourquoi est-ce que ta fille ne porte pas le voile? Pourquoi est-ce que toi, tu ne portes pas le voile, etc. Et donc, ces écoles ont commencé à être confrontées à des élèves qui commençaient à être de plus en plus revendicateurs. Après le port du voile, c'était « Ah, mais madame, au musée, on ne peut pas trop y aller parce que si on voit du nu, c'est pas bien. En islam, c'est interdit, on ne peut pas y aller. » Les cours de sciences, pareil. « Ah, mais ça, c'est pas conforme à l'islam, l'évolution, c'est pas comme ça. C'est Adam et Ève, etc. » Et donc, on avait, si vous voulez, à chaque fois, ils demandaient de plus en plus. C'est-à-dire qu'on donnait on accédait à une petite chose, et on commence après à demander d'autres choses, et puis ça avance de cette manière-là. Et ça, on va voir ça un peu partout. Et donc, de plus en plus, je vais avoir des écoles catholiques qui vont me demander de venir leur expliquer, parce qu'évidemment, ils disent, mais on ne peut pas leur interdire, sinon on est raciste. Et je les rassure, je leur dis, pas du tout, vous n'êtes pas raciste. Mais si vous voulez être cohérent, et si vous voulez que ces enfants puissent avoir une éducation comme il le faut, comme tout le monde, ben vous devez rappeler la règle. C'est à vous d'imposer cette règle. Vous devez pouvoir être garant et ne pas laisser l'extérieur s'introduire. L'école doit être un sanctuaire pour l'enfant. Ce que j'ai vu après le Covid aussi, c'est que dans certaines écoles, il y avait le WhatsApp. Donc on permettait à des élèves de se revoir via le WhatsApp, etc. Et puis après, les professeurs ont commencé à maintenir ce système-là, c'est-à-dire qu'à l'école, via WhatsApp, les professeurs filmaient et renvoyaient ça dans les familles. Le problème de ce système-là, c'est que quand vous êtes un occidental
et que vos enfants, vous les laissez libres, etc., de pouvoir faire ce qu'ils veulent, ça va. Mais pour des familles où la fille a une pression, le garçon a une pression, ils sont surveillés. Et donc, on doit se surveiller à l'intérieur. Je me suis dit, mais ils ne se rendent pas compte, en fait, du système. Même moi, j'ai refusé auprès de l'institutrice. Je lui ai dit, mais moi, je ne veux pas savoir ce que mon fils fait dans l'école. C'est sa partie, c'est sa bulle. Ça doit lui rester privé. Et je ne veux pas m'introduire. Et pour moi, il était important que ça ne se fasse pas parce que je voyais déjà ce qui allait se produire. Comme moi, je l'ai vécu. C'est-à-dire, moi, l'école était une bouffée d'oxygène. C'était le seul endroit où je pouvais sauter, rigoler, jouer au foot, etc. À l'extérieur, tout était cadenassé. Je ne pouvais rien faire. Rigoler, et d'une manière, mais vraiment, c'était impossible pour nous. On nous interdisait de rire. Donc, vous voyez, tout ça, toutes ces libertés, finalement, maintenant, elles sont en train de se restreindre. Des écoles aussi qui ont accepté que des femmes voilées donnent cours de mathématiques, etc. On a des écoles catholiques, il n'y a plus une seule professeure laïque ou même catholique qui ne porte pas le voile. C'est toutes des profs qui sont de confession musulmane parce qu'ils se donnent le mot. Voilà où on en est en Belgique. Alors je vais vite passer, je ne sais pas si j'ai encore un petit peu le temps ou pas vraiment.